En fait, je me suis un peu éveillé à la politique internationale par rapport à un événement qui m'a marqué. Un des premiers événements qui m'a marqué dans ma jeunesse, c'est la chute du mur de Berlin en 1989. Donc je me rappelle ces images où il y a des gens qui traversent un mur tout tagué qui est détruit. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'on faisait partie d'un tout, qu'on était sur une planète et que... Et vous aviez quel âge à ce moment-là, à l'ouverture du mur de Berlin, à peu près? 12 ans. Donc voilà, j'ai vraiment pris conscience qu'il se passait quelque chose en dehors de mon village et qu'il y avait des camps, en fait, que l'humanité arrivait à faire des segmentations. J'ai retrouvé cette sensation l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, quand je suis allé faire une mission en Israël pour la ville de Besançon, ma première mission en fait. Et quand je suis allé à Jérusalem et que j'ai découvert ce même mur en fait qui était là, sauf qu'il était tout neuf, qui venait d'être construit. Et l'humanité a décidé de refaire les mêmes erreurs, de séparer des gens qui n'arrivaient plus à vivre ensemble, qui n'arrivaient plus à s'entendre. Alors en fait, c'était une vraie volonté de la ville de Besançon de mener une coopération décentralisée avec un camp de réfugiés palestiniens. C'était une volonté politique. Et on a décidé de prendre contact avec un petit camp qui s'appelle le camp d'Aqaba Jaber, à côté de Jéricho, en Cisjordanie, à côté du Jourdain, dans la vallée du Jourdain, à côté de la mer Morte. Donc on a rencontré les autorités locales. Et puis, dans le cadre de nos politiques de développement durable, on a décidé d'avoir une coopération avec eux, mais en lien avec eux. C'est-à-dire qu'on s'est mis autour d'une table, et c'est vraiment de la concertation. On s'est dit voilà ce que nous, on pourrait vous apporter en termes de développement durable. Demandez-nous dans quel sens vous voulez travailler, sur quoi vous voulez travailler. Et il s'est avéré que les réfugiés de ce camp-là et l'autorité de ce camp-là nous ont demandé de travailler sur l'eau, parce qu'ils avaient de l'eau que deux jours par semaine, en fait, de l'eau potable. Et donc du coup, ça a entraîné un tas de problématiques sur l'accessibilité à l'eau, la consommation de l'eau, puisque quand on n'a que 2 jours par semaine, on fait des réserves. Et après, l'eau, elle devient plus potable. Au bout de 3 ou 4 jours, en plein soleil à 40 degrés à l'ombre, l'eau est plus potable. Donc du coup, on s'est dit, ok, banco, on y va avec vous, avec l'autorité palestinienne, avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée. On finance la canalisation pour que vous ayez l'eau au robinet, parce qu'en fait, il y avait déjà un système qui existait, et le système avait 20 ou 30 ans, il n'était pas censé être pérenne, parce que c'était un camp de réfugiés. Et puis, il s'avère que la situation dure un peu et que maintenant, il faut remettre les installations en état. Alors, par contre, on a dit que, et nos partenaires étaient d'accord avec nous, on ne va pas uniquement financer de la canalisation. Pour un tiers, on va faire ça. Pour un autre tiers, on va travailler sur la sensibilisation à la ressource, parce que c'est important que les gens comprennent. Nous, en France, on a plus ou moins compris que l'eau est un bien rare, mais c'est d'autant plus rare et d'autant plus problématique en Palestine, la problématique de l'eau. Et donc du coup, on travaille sur la sensibilisation avec un lycée qui se trouve juste à côté, un lycée technique, où il y a une formation des étudiants à la gestion de la ressource, une formation aux associations de femmes, une formation dans les écoles primaires, avec des gestes au quotidien, comment on fait pour ne pas gaspiller l'eau. Et puis le troisième volet, c'est la gestion de l'administration de l'eau. Parce que quand on a de l'eau, si on ne veut pas la gaspiller, il faut peut-être la faire payer. Parce qu'il n'y a à peu près que cette solution qui permet de ne pas gaspiller l'eau. Et puis également pour rendre le système pérenne. C'est-à-dire qu'on peut arriver, construire des canalisations, on revient dans 5 ans, s'il n'y a personne qui était là pour gérer les canalisations et les fuites, tout est à refaire. Et donc du coup, avec ce système de facturation, on va financer un vrai service de l'eau. Donc ça veut dire financer des compteurs, ça veut dire financer quelqu'un qui facture l'eau, ça veut dire un compte en banque, une gestion financière, et puis quelqu'un qui va sur les lieux des fuites pour les réparer. Alors, le point de mire de cette coopération et les volontés politiques, c'est bien entendu la paix, c'est ce que tout le monde souhaite et tout le monde aspire à ça. Avec nos petits moyens, de façon humble, la ville de Besançon a décidé justement de travailler à cette paix. Donc il y a ce premier programme de coopération, parce qu'on se dit que pour accéder à la paix, il faut aussi un peu limiter les frustrations, essayer que tout le monde s'entende plus ou moins bien. Et on n'est pas un État, la ville de Besançon n'a pas des budgets incommensurables et on n'a même pas le droit avec nous. Donc du coup, sur un petit point, l'accessibilité à l'eau dans un camp de réfugiés, on se dit qu'on va mettre le pierre à l'édifice de la paix. Et pas au mur, hein, l'édifice de la paix.
Et après, le deuxième programme, c'est un programme qui est plus culturel en fait. Il y a une association qui s'appelle Hand in Hand, une association en Israël, qui promeut en fait la culture bilingue dans les écoles d'Israël. Et donc la ville de Besançon a décidé de donner une subvention à cette association pour qu'elle continue de faire ce travail-là. Ce travail, ça consiste tout simplement à, quand il y a une école israélienne où il y a un professeur qui enseigne en hébreu, et ben, qu'il y a à côté un professeur qui enseigne en arabe, et que dans l'école, en fait, il y ait une population qui parle hébreu et une population qui parle arabe pour qu'ils arrivent à se comprendre, en fait, puisque le premier pas vers l'autre, pour essayer de comprendre l'autre, je pense que la première chose à faire, c'est de comprendre sa langue, pour comprendre la culture. C'est vraiment la porte d'ouverture à l'autre, la langue. Alors cela d'autant plus que l'arabe et l'israélien sont deux langues qui sont naturellement assez proches. Oui, alors c'est vraiment amusant parce que l'arabe et l'hébreu, c'est des langues tellement proches qu'ils pourraient presque se comprendre sans apprendre la langue de l'autre. Il y a par exemple un mot, les Israéliens ils disent shalom pour dire bonjour. Shalom, ça veut dire paix aussi. Et ce mot-là, il a la même racine en arabe, c'est salam. Voilà, donc c'est un exemple intéressant.